qui décide d'un standard et sur quels critères? Il n'existe pas de réponse simple et globalement, les économistes identifient 4 manières typiques d'atteindre la compatibilité entre différents produits. Premièrement, la guerre des standards. C'est lorsqu'au moins 2 constructeurs ont l'ambition de conquérir l'ensemble des consommateurs d'un seul et même marché. Ces guerres de standards sont particulièrement intenses lorsqu'un marché risque de ne retenir qu'un seul vainqueur. Pour faire jouer les effets de réseau, la rapidité est le critère essentiel. Seul un sprint pour faire grandir très tôt la base installée d'utilisateurs peut amener l'ensemble du marché à suivre le mouvement en faveur d'un standard au détriment de son concurrent. La communication joue un rôle central, car la décision d'adopter un standard donné dépend souvent d'une anticipation des consommateurs sur le probable vainqueur de la guerre, d'où la possibilité de prophéties auto-réalisatrices. Un cas d'école de cette guerre des standards fut la concurrence pour le nouveau format de DVD haute définition entre le Blu-ray Disc lancé par Sony et le HD DVD qui avait le support du japonais Toshiba. Les plus jeunes ne le savent même plus, mais durant au moins 2 ans, les formats ont coexisté et l'issue était incertaine, avant que finalement Sony ne l'emporte et que le HD DVD ne finisse aux oubliettes. Pour gagner, Sony a su profiter de sa position dans le domaine des jeux vidéo en rendant sa nouvelle PlayStation compatible seulement avec les Blu-ray, ce qui a mécaniquement placé dans son camp des milliers de clients qui ont pu faire pencher la balance. C'est ce qu'on appelle une stratégie de bundling. La guerre des standards est en général très courte, ce qui est plutôt un avantage pour le consommateur qui sait rapidement à quoi s'en tenir. Le coût social de l'incompatibilité peut quant à lui être compensé par la guerre des prix que se livrent les concurrents pour l'emporter. L'inconvénient majeur de la guerre des standards réside dans les investissements dits irrécupérables, puisque le perdant perd tout et n'obtient même pas de quoi rentrer dans ses frais. Mais ce n'est pas systématiquement une guerre à mort. Par exemple, des standards de communication sans fil Wi-Fi et Bluetooth, initialement concurrents, ont trouvé chacun une place complémentaire sur le marché. Le premier pour la connexion à Internet et le second pour faire communiquer des périphériques entre eux à plus courte distance. Deuxièmement, la compatibilité négociée. Nous savons que l'industrie a intérêt dans son ensemble à favoriser la compatibilité pour, en quelque sorte, faire grossir le gâteau qui sera ensuite à partager. D'où la multiplication des processus de négociation spontanée et volontaire de différentes entreprises, souvent concurrentes, qui recherchent le consensus sur un standard. Cela revient à se mettre d'accord sur les règles de la guerre. Chaque entreprise aura alors une chance plus grande de faire des bénéfices, mais dans un cadre concurrentiel intense. Le cadre de négociation est le plus souvent une SSO, Standard Setting Organization, ou organisme d'établissement de standards. Une SSO est une organisation à but non lucratif dont le rôle est de développer des standards dans un but de sécurité, de performance et de compatibilité. Parmi les dizaines de SSO existantes, on retrouve par exemple l'IETF, Internet Engineering Task Force, principal forum de négociation dans le domaine des réseaux Internet. La W3C, le World Wide Web Consortium, plus spécialisé sur le fonctionnement des sites web, ou encore l'USBIF, Universal Serial Bus Implementers Forum, responsable des fameux petits connecteurs USB, vous savez, ceux qu'on branche toujours dans le mauvais sens en premier. Les modalités d'adoption d'un standard varient d'une SSO à l'autre. Certaines se veulent avant tout démocratiques. Parfois, c'est au contraire la rapidité de décision qui est privilégiée au détriment du pluralisme. Toutefois, ces groupements n'ont aucun pouvoir contraignant, bien que parfois les pouvoirs publics rendent obligatoire le respect de normes ou standards préalablement définis par une SSO. L'entrée dans ces SSO est parfois gratuite, mais elle est le plus souvent payante. Le but est d'éviter les passagers clandestins, ces entreprises qui intègrent une SSO dans le seul but d'espionner les technologies de leurs concurrents, voire carrément de saboter le processus de décision pour faire fructifier plus longtemps leurs propres standards. Du côté positif, le recours au SSO aboutit souvent à des standards d'une bonne qualité technique, car les meilleurs experts ont des discussions constructives. Mais la lenteur de décision est un vrai handicap dans un secteur technologique où tout doit aller très vite. Les SSO en sont conscientes et certaines prévoient des mécanismes d'accélération des décisions lorsque l'obstruction ou la mauvaise foi de certains participants sont manifestes. Quoi qu'il arrive, la décision d'établir un standard à plusieurs est toujours un signal fort envoyé à l'ensemble de l'industrie. Or, nous savons combien la communication et les anticipations des différents acteurs sont essentielles quand on parle de standards. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour étudier les 2 autres solutions qui mènent à la compatibilité.